Mon multivers, tome 2. Les Médoriliens. Écrit par Samuel Montesanti. Lu par Melvaux. Chapitre 1. L'univers bêta. L'univers bêta. Les événements qui ont eu lieu dans cet univers sont presque en tout point similaires à ceux de l'univers alpha, à la différence qu'il n'y a pas eu de guerre galactique opposant des êtres humanoïdes surpuissants à des sorcières venues d'une autre dimension. Rien de tout cela. La Terre et l'humanité ont perduré au travers des millénaires et progressivement, l'avancée technologique fit de même. Vers l'an 3000, la téléportation fut achevée, permettant aux humains de se déplacer n'importe où sur la planète de manière instantanée. Cette révolution permit aux hommes de stopper la production de moyens de transport comme les voitures, les bus, les avions, les trains, ce qui réduisit la pollution atmosphérique de 78%. Les forêts renaissaient, les lacs et les rivières reprenaient leur couleur d'antan, et les animaux n'étaient plus en voie d'extinction. Certaines espèces étaient même revenues, et avaient repeuplé certaines régions du monde, comme les tigres à dents de sabre. Ceci était dû à de nouvelles mutations du gène animal, qui s'adaptaient naturellement au changement climatique. Mais ceci ajoutait un problème déjà bien en forme, la surpopulation. Il y avait déjà plus de 9 milliards d'humains sur Terre vers l'an 2500, et le problème du manque de place allait rapidement devenir inévitable et causer un désastre de niveau planétaire, sans compter la pénurie de ressources. Il y avait de plus en plus de morts dues à la malnutrition, ainsi qu'aux conditions de vie insalubres, et les maladies ne faisaient que s'accroître, entraînant des pandémies mondiales tous les 30 ans en moyenne. C'est pour cette raison que des îles artificielles ont été créées dans les océans Pacifique et Atlantique, avec des écosystèmes indépendants. Ceci mena à la création de deux nouveaux continents, Pacifica et Atlantica. Ces continents ont permis d'étendre les civilisations humaines et animales afin de soulager l'écosystème global. Mais bientôt, cela allait devenir insuffisant. Il était inenvisageable de continuer à supprimer de la surface aquatique, sous peine de provoquer un déséquilibre planétaire. L'humanité frôla de justesse une fin du monde lorsque la fonte des pôles glaciaires dépassa le point critique. Des tsunamis ravagèrent régulièrement les côtes maritimes, et le Groenland perdit la moitié de sa surface, sans compter le nord de la Sibérie ainsi que tout le sud de l'Amérique du Sud. Un système de dômes réfrigérants fut construit en un siècle pour tenir les calottes glaciaires en état. Ces dômes convertissaient l'énergie solaire pour refroidir l'atmosphère et tenir la glace en place. Cette avancée fut salvatrice, mais l'horizon terrien avait perdu de son charme. En approchant de l'an 4000, les humains avaient fait de la conquête spatiale une réalité. Plusieurs colonies avaient vu le jour sur la Lune, Mars et même les satellites perdus de Saturne. Mais les déplacements étaient beaucoup trop longs, se calant sur des décennies. En réponse, les scientifiques se sont attelés à manipuler la physique quantique des siècles durant, de manière à créer des portails de déplacement interplanétaires. Après d'innombrables échecs et de pertes humaines, le succès frappa à leur porte. Chaque millénaire apportait une pierre supplémentaire à l'édifice qu'était l'évolution technologique. Vers l'an 5000, les humains apprirent à dominer l'informatique complètement, et transférer sa conscience dans un corps robotique était devenu un jeu d'enfant. Les premiers cyborgs venaient de fouler le sol terrien. Cette nouvelle technologie apporta son nombre de problèmes. Ces machines vivantes avaient besoin d'énormément d'énergie pour tenir, et les ressources mondiales ne pouvaient pas pallier à ce souci. Après quelques décennies de recherche, une nouvelle molécule énergétique fut découverte, la nanocite. Cette molécule tenait son origine des particules créées par le flux informatique lors de son transfert dans les lignes Internet. Les scientifiques avaient trouvé le moyen de les isoler du flux et de s'en servir comme conducteur d'énergie. Sachant que le flux informatique est littéralement infini, les humains venaient de régler leurs problèmes de manière définitive. La reproduction humaine n'était plus un problème non plus, car la société humaine avait accepté sans broncher le processus in vitro comme technique de reproduction par défaut.
Il va de soi que la nature propre à l'être humain est de toujours vouloir plus. Cette course à la technologie n'allait probablement jamais prendre fin, et les humains s'en moquaient éperdument. Mais cette pléonexie allait causer leur perte. Le développement des cyborgs avait pris une tournure pour le moins désastreuse. Un virus s'était lentement développé dans le flux informatique du monde, et vers l'an 6000, il se manifesta en supprimant la moitié des données informatiques mondiales, tuant au passage tous les cyborgs. La population mondiale venait de décroître de 60%. Une peur indescriptible s'empara des humains survivants, car ils avaient tous vu les innombrables films de science-fiction du genre. La technologie allait ensuite s'attaquer à eux. Il n'y avait qu'une seule solution pour eux: revenir dans le passé et empêcher ce virus de se développer. Le voyage dans le temps était littéralement une des dernières théories qui n'avaient pas encore été prouvées dans ce monde hautement avancé. Mais pour eux, ce n'était pas un souci. Ils avaient tout conquis jusqu'à présent, et une victoire de plus se dessinait déjà. Avec la puissance technologique acquise au cours des derniers millénaires, il ne leur fallut que 30 ans pour réussir à débloquer le pouvoir temporel. Mais avant d'activer leur machine à voyager dans le temps pour la première fois, un événement inattendu frappa l'équipe en charge du projet. Les dragons du vent de l'univers Oméga se matérialisèrent devant eux. Jusqu'à ce moment précis, les humains de l'univers Bêta avaient presque tout vu, tout construit, tout créé. À leurs yeux, rien ne pouvait les surprendre. Mais une fissure dimensionnelle présentant des êtres venus d'un autre monde, ça, ils n'auraient pas pu s'y attendre. La reine Ténéris en personne se présenta devant eux, expliquant qu'ils étaient les gardiens du temps et que leur rôle était d'empêcher quiconque de voyager dans le temps et de mettre en danger le flot spatio-temporel. Après une très longue discussion et des négociations douloureuses, une décision fut prise. Les humains voulaient sauver leur planète et ce qu'il restait de l'humanité. Mais ils comprenaient le danger qu'impliquait le voyage temporel. Alors la reine leur permit de rectifier leur erreur, sachant que cela n'affecterait qu'à petite échelle le flot. Mais en échange, ils devaient sceller la technologie permettant le voyage dans le temps et ne l'utiliser qu'en dernier recours lorsqu'un événement majeur impliquant une fin du monde se présentait devant eux. Seule la reine Ténéris pouvait lever le sceau, et cette dernière laissa une balise de communication pour que les humains puissent la contacter si nécessaire. Après avoir conclu l'accord, les humains utilisèrent la machine à voyager dans le temps pour revenir dans le passé et créer un pare-feu spécial empêchant le développement du dit virus. Ils ne voulaient surtout pas perdre l'avancée technologique acquise jusque-là. La technologie du voyage dans le temps se distingue par son imprévisibilité, l'incertitude de sa résolution. 3 grandes possibilités existent. La première est la simple modification de la réalité. Par exemple, si une personne revient dans le passé et empêche quelqu'un d'autre de mourir dans un accident de train, alors cette action permettra à la tierce personne de vivre une vie qu'elle n'aurait pas dû vivre et influencer le futur des personnes auxquelles elle est rattachée, changeant le déroulement de leur vie à elle. Cette action aura pour effet d'effacer le précédent futur connu par la personne ayant modifié le temps. La deuxième est liée à une autre théorie, le concept des réalités multiples. Pour faire simple, une personne qui voyage dans le passé et empêche la Seconde Guerre mondiale crée une nouvelle ligne temporelle où cette guerre n'a pas eu lieu et le monde a évolué différemment. Cette réalité serait complètement séparée de la première. La troisième possibilité concerne les boucles temporelles ou boucles causales. Par exemple, une personne voyage dans le passé, informe les gouvernements que le voyage temporel est possible, motivant lesdits gouvernements à créer cette technologie, menant à l'action de la personne de voyager dans le passé, et répéter ce processus indéfiniment. Dans ce multivers chaotique, voyager dans le passé modifie le futur, mais chaque modification cause un stress quantique sur le flot spatio-temporel, déchirant petit à petit les fibres de l'univers. Si le changement n'est pas très conséquent, alors le stress est minime. Mais si ce changement est important et affecte un très grand rayon de l'univers,
l'effet est amplifié et pose un risque. Un trop grand stress quantique peut déchirer définitivement le flot, et le résultat sera la disparition de l'univers en question, causant un déséquilibre dans le multivers. Et c'est exactement ce que les dragons du vent veulent empêcher. L'action des humains de l'univers bêta n'a pas eu un impact significatif, et c'est pour cela qu'elle a été acceptée. Le mal était réparé, et l'humanité était sauvée. Il ne leur restait plus qu'une chose à faire, empêcher un désastre similaire de se reproduire. Cette prise de conscience mena à un nouveau pan de l'évolution technologique. La raison pour laquelle le virus a vu le jour dans le passé alternatif est simple. Il n'y avait aucun contrôle humain derrière, et le flux informatique était devenu trop indépendant. Alors, la solution élégante sur papier fut évidente: fusionner l'organique et le technologique pour que le contrôle sur l'informatique puisse rester total. C'est comme cela que les Médoriliens sont nés, une division avancée de l'humanité possédant un esprit humain mais un corps hybride pourvu d'un lien neuronal avec tout ce qui est technologique. Cette fusion fut appliquée à l'échelle mondiale, et très rapidement, la Terre était devenue un monde complètement différent. Cyborgs, Médoriliens, humains, robots, il y avait de tout. Les humains ne souhaitant pas s'adapter à cette nouvelle vie furent envoyés dans l'espace rejoindre les différentes colonies afin de libérer de la place. Mais cette séparation fut progressive, et certains humains souhaitaient tout de même rester sur Terre, ce qui amena à quelques conflits. Le résultat fut une sectorisation de l'humanité pour qu'ils puissent vivre en paix dans un coin reculé de la planète. Afin d'assurer un contrôle uniforme des informations et de lier tous les organismes technologiques ensemble, une IA fut créée, Xontra. Cette intelligence artificielle s'assurait que toute technologie était utilisée à bon escient, et que la paix régnait entre les peuples vivant sur la planète. Une fois toutes les théories majeures prouvées, que restait-il à découvrir? Les scientifiques décidèrent d'utiliser leurs ressources pour ramener des éléments du passé. Les dinosaures furent ramenés à la vie en quelques décennies après de multiples expériences sur les fossiles. Ils étaient même parvenus à créer des dinosaures cyborgs, aux capacités incroyables et plus surprenantes les unes que les autres. Les millénaires qui suivirent furent paisibles, et l'avancée technologique fut drastiquement ralentie. Presque tout avait été découvert, et il n'y avait rien de nouveau à inventer, et très peu à améliorer. Cette stagnation était perçue comme extrêmement négative pour une grande partie de la population mondiale. Des tensions grandirent, et vers l'an 12500, la société était au bord d'une crise civile sans précédent. En l'an 12573, Zach Patton fit son apparition sur la Terre de l'univers bêta. Il fit la connaissance de Tamrak, un des derniers nés des Médoriliens, qui lui raconta un peu l'histoire de son monde. Mais Tamrak était un espion à la solde de la reine Ténéris, soudoyé sous prétexte que ses actions protégeraient le multivers. Après une brève altercation avec Orina, une des élites de Ténéris, Zach parvint à s'enfuir. Tamrak retourna donc à son quotidien, ignare aux événements qui se préparaient autour de lui. Chapitre 2. Tamrak et Rex. Les Médoriliens ont trouvé leur origine au fond d'un labo, une expérience visant à améliorer le quotidien d'une planète qui en avait bien besoin. Mais étant constituée partiellement de matière organique, cela signifiait donc qu'ils pouvaient se reproduire comme les humains. Au fil des millénaires, les Médoriliens se sont adaptés aux différentes cultures mondiales, tout en conservant leurs différences. Ils étaient supérieurs en intelligence et en réflexion, et possédaient une capacité impressionnante d'assimilation. Toute nouvelle technologie était instantanément maîtrisée par ces formes de vie améliorées. Il n'y avait que très peu de choses que les Médoriliens ne savaient pas faire. Mais pour éviter une surpopulation comme cela avait été le cas auparavant, l'IA Xontra mit en place un système de reproduction contrôlée. Seul un Médorilien pouvait naître par an. Tamrak est né le 1er juillet 12535. C'est en cette année
que le protocole de Xontra fut modifié. À partir de ce point, il n'y aurait qu'un médorélien tous les 50 ans. En grandissant, Tamrak apprit à ne pas questionner la volonté de Xontra. L'IA avait un contrôle total sur tout ce qui était technologique, et quiconque la défiait se voyait effacé du système, dans tous les sens du terme. Tamrak était de nature pragmatique, comme la plupart des médoréliens avant lui. De par leur intelligence supérieure, ces derniers étaient naturellement au courant de la consistance de l'univers, et du multivers également. Mais ils ne connaissaient aucun détail interne à ces univers, juste qu'ils existaient. Contrairement au reste de son peuple, Tamrak était aventurier et voyageait dans les différents endroits du monde afin d'assimiler toutes les informations possibles contenues dans les autres cultures. Il était persévérant et ne se laissait jamais décourager par les frontières et les limites humaines du terrain. Les Médoriliens ne sont pas enclins à s'attacher à d'autres formes de vie, mais ils peuvent occasionnellement cohabiter avec des animaux devenus leurs compagnons de guerre. Tamrak décida de s'approprier un T-Rex cyborg qu'il nomma Rex. Il avait fait ce choix pour plusieurs raisons. Premièrement, il voulait un compagnon puissant, pouvant l'épauler pendant ses voyages. Car beaucoup de zones étaient dangereuses, et beaucoup d'entre elles contenaient des humains et autres cyborgs qui voulaient exterminer les Médoriliens. Pour Tamrak, Rex est une machine à tuer loyale, mais aussi un ami. Les dinosaures cyborgs sont imbus d'une intelligence supérieure qui leur permet de comprendre les humains et les Médoriliens, et de communiquer entre eux. Mais la véritable raison pour laquelle Tamrak a voulu s'approprier un compagnon, c'est pour ne pas être seul. La solitude n'était pas un sentiment que les Médoriliens éprouvaient de manière classique. Ce n'était pas la peur d'être seul qui les hantait, mais la peur de ne pas pouvoir partager. La soif de connaissance ne peut s'assouvir que lorsque cette dernière est partagée, et Tamrak a voulu changer la donne en incluant cette connaissance à un être complètement différent de lui. Il est inconcevable d'imaginer un T-Rex connaissant par cœur tous les lieux historiques du monde, mais pourtant, c'était bien le cas. Étant pourvu d'une partie humaine, Tamrak était également rongé par certains vices. Certains étaient mignons, comme son insatiable goût pour le thé. D'autres l'étaient un peu moins, comme la joie qu'il éprouvait lorsqu'un humain se faisait lobotomiser pour être transformé en cyborg. Voyager de par le monde lui permit de découvrir tous ses vices et de s'y adapter, et d'en découvrir de nouveaux. Mais fondamentalement, il restait une personne juste, cherchant à préserver un certain équilibre dans sa vie et celle d'autrui. Il s'était complètement détaché de sa famille génitrice lorsqu'il dut quitter le cocon familial à l'âge de 12 ans. Il avait été enrôlé pour le programme de défense militaire afin de vérifier s'il serait capable de devenir une machine de guerre. Mais ce programme l'ennuya sévèrement, et il abandonna à mi-parcours. Xontra n'accepta pas cette décision, et ordonna une chasse à l'homme pour le ramener dans le programme. Après 5 ans de chasse, Tamrak fut coincé par un bataillon dans la ville de Praktaka, anciennement connue sous le nom de Moscou, et Xontra se matérialisa sous forme d'hologramme humain aux traits de femme pour lui parler. Elle lui ordonna de revenir, sous peine d'exécuter sa famille. Quand Tamrak refusa, ses parents furent amenés devant lui. Ces derniers avaient accepté leur sort, et étaient fiers de leur fils. D'une pression sur un bouton, leur système neuronal s'éteignit, et ils tombèrent au sol, sans vie. Xontra espérait une réaction de la part de Tamrak. Elle savait qu'en étant hybride, il possédait des sentiments humains. Mais Tamrak n'eut aucune réaction. Sa seule action fut de lever la main et de siffler très fort. Un grondement se fit entendre, et Rex traversa le toit du bâtiment, écrasant le bataillon entier, faisant disparaître l'hologramme de Xontra. Tamrak sauta sur le dos de Rex, et les deux s'enfuirent à toute vitesse. La raison pour laquelle Tamrak ne sourcilla pas, qui est également la raison pour laquelle Xontra avait mis tant de temps à le retrouver, était simple. Tamrak était déconnecté du système neuronal global. Ce réseau fut créé en même temps que Xontra,
pour maintenir un lien entre tout ce qui est technologique, et cela lui permettait de localiser n'importe quel hybride ou cyborg sur la planète. Mais les parents de Tamrak voulaient que leur fils soit libre, alors ils utilisèrent toutes leurs ressources pour détruire ce lien au sein de leur fils. Ils durent demander à des humains de les aider. Des humains qui avaient appris à neutraliser la technologie en vue d'une rébellion dans un futur proche afin de reprendre la planète des mains de Xontra. Ces humains faisaient partie d'un réseau souterrain qui était caché du monde. Mais retirer ce lien neuronal détruisit toute émotion humaine en Tamrak. Il était désormais un être hybride, mais sans véritable émotion. Après plusieurs années à voyager de par le monde, évitant de près les bataillons de recherche envoyés par Xontra, Tamrak décida qu'il ne pouvait plus fuir. C'est à ce moment-là qu'il retourna à Praktaka, afin d'y installer sa base secrète. Retourner au premier endroit où Xontra l'avait retrouvé serait idéal, car ses forces ne reviendraient pas le chercher ici. C'est alors qu'il commença à monter un plan pour détruire Xontra. Seul, cette tâche était impossible. Il serait obligé de se créer des alliés. Mais monter ce genre de résistance serait compliqué et demanderait beaucoup de temps. Le temps lui fut compté lorsque Zack Patton débarqua d'un autre univers et que ses actions sonnèrent l'alarme sur les réseaux. Tamrak était désormais à nouveau sur les radars de Xontra, et sa seule solution fut de mettre son plan en marche, même si c'était de manière prématurée. Il abandonna toutes ses possessions, à l'exception de ses précieusetés qu'il emporta avec lui, grimpa sur le dos de Rex et se mit en route. Sa croisade promettait d'être longue et dangereuse, mais il ne s'arrêterait devant rien. Il était persévérant. Chapitre 3. Les réseaux. L'évolution technologique eut un impact certain sur la topologie mondiale. Les déserts étaient désormais de gigantesques dépotoirs servant à stocker tout ce qui était défectueux, hors d'usage, ou dans le cas des hybrides ou des humains rebelles, morts. Un impressionnant système de fonte fut créé pour permettre la destruction définitive de ces déchets. Une énorme loupe se maintenait à 2 km au-dessus du sol, amplifiant les rayons de soleil afin de tout faire fondre. Ces constructions furent nommées les melts. Le sol fut modifié pour absorber cette fonte et la faire disparaître et la convertir en énergie pour alimenter différentes sources en ayant besoin. Tous les melts fonctionnaient grâce à un générateur spécial protégé par un dôme d'énergie. Il était physiquement impossible d'y pénétrer, et seuls des cyborgs de défense prévus pour les protéger pouvaient y accéder en utilisant leurs fonctions neuronales. Dans les couches inférieures de ces véritables zones d'enfer existait tout de même un écosystème incroyable. Un énorme réseau souterrain comprenant des bidonvilles fut construit en quelques décennies, et c'est en partie dans ces réseaux que les derniers humains vivaient, cachés, reclus. Chaque grand désert terrien possède son propre réseau. Le Sahara couvre le réseau Sahobi. Le désert d'Arabie protège le réseau Handaoui. Le désert de Gobi abrite le réseau Wancho. Le désert du Kalahari materne le réseau Gandowa. Un système de téléportation permet aux habitants de se déplacer entre les différents réseaux. Ces chaînes humaines sont gouvernées par Mannheim Praxton, un guerrier sanguinaire ayant pour seul but de reprendre la terre à Xontra. Cela fait plus de 35 ans qu'il combat les hybrides et les cyborgs, terrassant toute infiltration dans ces réseaux. Car une chose est devenue évidente à ses yeux. Xontra cherche à détruire les humains pour de bon, et il ne la laissera pas faire. La résistance humaine tient bon, mais leurs nombres sont trop insuffisants. Alors, en attendant de trouver une solution plus efficace, les humains des réseaux souterrains restent cachés, vivant du mieux qu'ils le peuvent. 5 mois après son départ de Praktaka, Tamrak arrivait près de sa destination. Son plan était simple, trouver les réseaux et s'allier avec les humains pour faire tomber Xontra. Simple sur le papier,
compliqué dans la pratique. Mais il restait confiant. Son point d'ancre le plus proche était le réseau Andaoui. Sa traversée de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan se fit sans encombre, car ces zones étaient devenues pour la plupart désertiques et croiser un T-Rex cyborg effrayait les rares habitants. Rex ne restait pas près de Tamrak pour éviter de lever de trop gros soupçons. Ce n'était pas rare de croiser des dinosaures modifiés. Une distance de 20 km maximum était nécessaire entre Tamrak et Rex afin de garder un moyen de communiquer. La cible de Tamrak était le Mel Tambré, situé au centre du désert, à 300 km au sud-ouest de l'ancienne ville de Riyad, rasée pendant sa construction. Ayant voyagé de par le monde, Tamrak connaissait cet endroit, et il savait que l'entrée du réseau Andaoui était justement située près de Riyad. Il devait se préparer à un accueil agressif, mais il possédait de bons arguments pour négocier. L'entrée du réseau était dissimulée sous une énorme dune de sable. Quelques fissures non naturelles étaient visibles, indiquant la position d'une énorme trappe. Plusieurs petites dunes se démarquaient dans les environs, et Tamrak savait que ce n'était pas pour rien. Il s'approcha de la zone où était située la trappe. Rex n'était pas loin derrière. Soudainement, les petites dunes perdirent leur consistance, révélant des lunettes de visée de fusil de précision. Les lasers pointèrent directement sur Tamrak, qui s'arrêta net. « Ne bouge plus !» hurla une voix. Le résonnement de la zone brouillait la localisation exacte de la personne ayant prononcé ces mots. Tamrak resta de marbre. « Je ne suis pas ici pour me battre, je viens en paix. »« Te moque pas de nous ! Nos scanners nous indiquent que tu es un hybride, » rétorqua un des embusqués. « Je ne peux pas perdre de temps à discuter avec vous. Menez-moi à votre leader, Praxton. »« Mais tu nous prends vraiment pour des tanches ? Casse-toi avant qu'on te troue le crâne. Dites-lui que Tamrak veut lui parler. » Un silence pesant s'imposa, dérangé uniquement par la brise sur le sable, déplaçant les grains de manière élégante sur le sol. Après quelques instants, les lasers s'éteignirent. Tamrak resta patient. Il savait que les choses allaient s'arranger. Ces humains ne le connaissaient pas, mais c'était dans leur intérêt de coopérer. Quelques minutes passèrent, puis soudainement, la trappe s'activa, dégageant tout le sable environnant. Une fois entièrement ouverte, une silhouette se dessina, montant une longue pente métallique. Cet homme était grand, armé jusqu'aux dents, tel un Rambo futuriste. Il avait une carrure impressionnante et des balafres partout sur le visage et sur ses bras. Tamrak pouvait s'imaginer que d'autres blessures parsemaient le reste de son corps. Il s'arrêta juste après l'ouverture de la trappe, à bonne distance de Tamrak. « Tu as un sacré culot de te pointer ici. »« Je suis là pour t'aider à faire tomber Xontra. » Praxton explosa de rire. « Mais tu as vraiment des couilles énormes, mon gars. Tu débarques ici comme une fleur, et tu me proposes de régler un problème que je tacle depuis 25 ans ? Est-ce que cela te pose un problème ? Toute aide est précieuse pour un projet de cette envergure. Il serait très judicieux de ta part d'accepter l'aide d'un hybride qui connaît bien la topologie mondiale et le système neuronal. Ne penses-tu pas ? Je sais qui tu es, Tamrak. Je sais de quoi tu es capable. Je connais ton parcours. Effectivement, tu pourrais être très utile. Mais tu restes un hybride. Et je ne fais pas confiance aux machines. Ton discours est incompréhensible. Je ne suis pas une machine. Je suis un hybride, comme tu viens de le dire. Ferme-la ! Vous êtes de la même espèce. C'est à cause de vous que l'humanité est au bord de l'extinction. Mais la roue va tourner et les rôles vont s'inverser. Je peux te le garantir. La tension était palpable. Tamrak avait encore une carte à jouer pour gagner la confiance de Praxton. Si tu acceptes mon aide, je te donnerai accès au récupérateur. Le visage de Praxton se décomposa. Après le choc initial, il se redressa et gonfla le torse. Il était très remonté.
Ne prononce pas ces paroles en vain si tu tiens à ta vie. Je n'ai absolument aucun intérêt à te mentir, et note bien que tu as absolument tout à gagner de notre collaboration. Une nouvelle pause s'installa. Tamrak était confiant. Il savait que Praxton allait accepter, mais il ne voulait pas le forcer. Amène-toi. On va continuer cette discussion en bas. Mon T-Rex n'est pas loin. Il devrait venir avec nous pour éviter d'être détecté par les ennemis. Tu m'emmerdes, Tamrak. Appelle ton animal de compagnie. C'est mon camarade de guerre. Tamrak siffla, et Rex déboula à toute vitesse, explosant le sol à chaque pas. « On va se faire repérer avec tes conneries, putain !» hurla Praxton. Rex les dépassa et s'engouffra dans le tunnel, avec un vacarme assourdissant. Tamrak suivit Praxton. La trappe se referma derrière eux dans un grondement sourd. De vives lumières éclairèrent la longue allée dans laquelle s'étaient engouffrés les deux hommes. Une distance raisonnable les séparait, mais ils pouvaient tout de même se parler. « Praxton, je suis désolé pour ta famille. »« Tais-toi ! Je t'interdis d'en parler. Tu n'es là que pour une seule chose, m'aider à détruire Xontra. »« Nous pouvons y arriver, mais tu dois me faire entièrement confiance. » Praxton s'arrêta, se retourna et s'avança vers Tamrak qui venait de s'arrêter. « Ne pousse pas ta chance. T'es là sur tes grands chevaux avec ton intelligence supérieure et ta puissance technologique, mais souviens-toi que votre espèce est née dans un laboratoire, comme toutes les créations humaines. Vous êtes des rats. Vous nous appartenez. Alors arrête de te prendre pour un être supérieur parce que tu n'en es pas un. » Je n'ai jamais prétendu l'être. Je veux simplement rétablir un ordre naturel sur cette planète. Tch ! Les deux hommes reprirent la marche. Ils arrivèrent à une jonction. En face d'eux se présentait un gigantesque hangar, rempli de vaisseaux, de chars d'assaut et de caissons d'armes. Tamrak avait réalisé une chose. Les humains avaient amassé beaucoup de moyens pour mettre en œuvre leur attaque. Rex était couché au milieu du hangar, avec des dizaines d'humains apeurés autour de lui, ne sachant pas quoi faire. Tamrak lui fit un signe depuis son capteur neuronal de ne pas bouger et d'attendre son retour. Ils tournèrent sur leur droite pour se diriger vers un plus petit couloir menant à un détachement rocheux. En sortant de l'étroit passage, ils débouchèrent sur une vue époustouflante. Un vaste espace de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre se dessina, offrant une perspective impressionnante. Un monde entier se proposa à Tamrak, avec un véritable horizon, des montagnes, des canyons et des forêts artificielles. Parsemés ici et là, de nombreux bidonvilles se tassaient, offrant un visuel très contrasté. Mais l'atmosphère était clairement celle d'une énorme cité souterraine, avec ses défauts, ses complications et ses très petites qualités. Les humains qui vivaient là étaient précaires, mais endurcis. La plupart étaient prêts à se battre et à mourir pour regagner le droit de fouler la surface de la Terre. Une planète qui était autrefois leur maison, maintenant leur prison. Praxton et Tamrak prirent un ascenseur qui les mena à un bidonville beaucoup plus élaboré. C'était clairement le QG de leur résistance. L'ascenseur donnait directement dans la salle principale des opérations. À peine sortie, une des personnes présentes dans la salle hurla « Général, alerte! Il y a du mouvement sur les réseaux technologiques! Regardez !» Les yeux de tout le monde se dirigèrent vers un énorme écran sur le mur central de la salle. Une vidéo venait de commencer. Xontra était au centre de l'image. Chapitre 4. Le Technodome. Habitants de la Terre, humains, hybrides, médoriliens, intelligences artificielles, le moment est venu. La voix de Xontra résonna dans la salle. La transmission avait pris le contrôle de tous les écrans,
au grand désarroi des techniciens présents. Le salut de l'humanité se dessine à l'horizon. L'avènement d'un nouveau monde arrive à grands pas, et moi, Xontra, IA suprême, en sera l'instigatrice. L'évolution technologique a permis à la vie sur cette planète d'atteindre des niveaux inconcevables. Si la Terre a pu se développer ainsi, c'est grâce à cette technologie. Mais il est temps de finaliser cette évolution. Il est temps de transformer définitivement la planète. Mon projet consiste à transformer cette planète en véritable vaisseau vivant et de traverser l'univers pour partager notre technologie avec les autres civilisations. Pour atteindre cet objectif, je vais déployer la brume métallique. Cette brume est un pathogène qui transformera définitivement tout ce qui est organique en technologique, permettant ainsi de formater la planète pour une navigation contrôlée dans le vide de l'espace. Naturellement, tous les humains encore en vie se transformeront automatiquement en automates, qui suivront uniquement mes ordres. Les cyborgs ne seront pas affectés, mais les médoriliens seront tous supprimés, car leurs parties organiques ne supporteront pas le changement. La brume métallique traversera toute matière existante. Il est donc impossible d'y échapper. Afin d'endiguer toute résistance, je vais également activer le système d'autodestruction de tous les melts. Ainsi, les rebelles vivant dans les réseaux périront afin de laisser mon monde pur de tout vice. Toute vie organique servira de piédestal pour mon nouveau monde. Réjouissez-vous, car vous faites tous partie d'un grand design. La Terre sera transformée en technodôme et partira à la conquête de l'univers. Préparez-vous, mes enfants. Notre nouveau monde sera glorieux. La transmission se termina, laissant place à un silence des plus malsains. La plupart des personnes présentes dans le QG étaient choquées, sans voix. Praxton était enragé, mais avait enfin pu découvrir la satisfaction qu'il avait raison depuis le début, et qu'il n'était pas fou. Tamrak ne savait pas comment réagir. Il ne s'attendait pas à ce retournement de situation. Mais une chose était sûre, son objectif resterait le même. Seule une contrainte temporelle s'y était ajoutée. Une course contre la montre venait de s'engager. « Ah, je le savais. Cette saloperie d'IA va tous nous tuer. Elle va utiliser son technodôme pour aller infecter le reste de la vie dans l'univers, » s'indigna Praxton. « Général, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le plan d'attaque n'est pas encore au point. On sait même pas quand elle va déployer cette brume. Elle vient peut-être de le faire. C'est pas la priorité. Si elle annonce la destruction des melts, on va tous y passer. On doit s'enfuir. Calmez-vous, hurla Praxton. Tout le monde se tut, se retournant vers le général. Ce dernier se retourna vers Tamrak. Ton offre est-elle toujours d'actualité ? Bien sûr. Les paramètres viennent de changer drastiquement, mais nous pouvons nous adapter. Et pour le récupérateur ? Il est actuellement situé dans la base centrale Z, dans la ville de Lazaros, anciennement connue sous le nom de Gizo, capitale de la province ouest des îles Salomon. Nom d'un chien ! Le serveur principal de Xontra est là-bas aussi. C'est pour cela que tu as tout à gagner de notre collaboration, Praxton. Nous pouvons faire d'une pierre deux coups. Praxton prit un instant pour réfléchir. Bon, ok. Notre objectif est à l'autre bout du monde, mais en nous organisant, nous devrions pouvoir réussir. Il faut qu'on prépare un plan rapidement. Tu es prêt ? Affirmatif. Mais avant toute chose, avez-vous le matériel nécessaire pour faire du thé ? Chapitre 5. Opération défragmenteur. Tamrak était assis à la table de réunion de la faction Praxton. Il sirotait son thé aux fruits rouges. Il était accompagné de Praxton lui-même, ainsi que de deux autres soldats haut placés dans l'armée de ce dernier, Bard et Vector. Il s'impatientait. « Je ne veux pas te presser ou quoi, mais le temps joue contre nous. Tu peux pas finir ton thé en parlant ? Un thé se savoure sans distraction, Bard. C'est une règle universelle. Ce n'est pas grave, je vais commencer.
coupa Praxton. Voici l'état de la situation. Xontra a annoncé vouloir détruire les Melts afin de nous réduire au silence. Je ne sais pas comment elle compte s'y prendre, mais je ne pense pas qu'elle bluffe. Deux solutions s'offrent à elle. Soit elle augmente la puissance et le diamètre des loupes pour faire fondre tout ce qui se trouve dans un rayon de 2 km sous la surface terrestre, soit elle désactive les capteurs magnétiques pour les faire chuter, ce qui entraînera l'effondrement du sol et des réseaux souterrains, continua Tamrak. Les trois humains étaient impressionnés par la réflexion instantanée de l'hybride, mais en prenant du recul, ce n'était pas si surprenant que ça, étant donné l'intelligence supérieure de son espèce. Cela signifie donc qu'il faut évacuer tous les réseaux en priorité, mais ceci peut jouer en notre faveur, car nous allons devoir lever une armée pour attaquer la base centrale Z. C'est la zone la plus défendue de la planète, étant donné que le serveur principal de Xontra s'y trouve aussi. « Qu'est-ce que tu proposes comme plan d'action, Tamrak » demanda Vector. Tamrak posa sa tasse de thé vide, croisa ses mains devant lui, et prit un instant pour réfléchir. S'il y avait bien une chose que Tamrak savait faire à la perfection, c'était planifier. Un plan comme celui-ci demandait un minimum d'adaptation, mais beaucoup de facteurs jouaient en sa faveur. Une armée d'humains, un objectif précis, et des actions plutôt simples à réaliser. Mais le point le plus important, il connaissait le terrain. Voici mon plan. La première étape est d'évacuer tous les habitants des réseaux. Sachant que nous devons nous rendre dans les îles Salomon, nous devons regrouper tout le monde à la sortie du réseau Wancho, sous le désert de Gobi. Ainsi, nous serons proches du point d'attaque. Nous utiliserons les téléporteurs pour que tout le monde puisse se rejoindre. Malheureusement, il faut éviter d'utiliser tout moyen de communication technologique, autrement Xontra sera au courant. Nous devons donc nous rendre dans les réseaux pour passer le message. Évidemment, les personnes ici présentes sont déjà au courant. Bard, tu iras au réseau Saobi. Vector, tu iras au réseau Gandowa. Praxton et moi-même irons directement au réseau Wancho afin de préparer la deuxième partie du plan. Afin de continuer, je dois vous demander combien de personnes sont présentes en tout à travers les 4 réseaux. 80 000 soldats sont prêts au combat. Il y a environ 6 fois plus de civils, explique Praxton. Bien. Cela nous donne environ 500 000 personnes. La deuxième partie du plan est simple. Sécuriser les civils dans un endroit qui n'est pas enclin à être visé par l'armée de Xontra. Le village Bayanur est un village humain protégé par un dôme invisible. Les habitants ont réussi à voler de la technologie cyborg pour se dissimuler aux yeux de Xontra, expliqua Bard. Excellent. Ce village est à environ 250 km au sud-ouest de la sortie du réseau. Il servira de relais avant de lancer l'attaque. Mais c'est super loin. On va faire comment ? Coupa Vector. Laisse-moi finir d'expliquer mon plan. Une fois que les civils seront en sécurité, nous nous mettrons en route pour Lazaros. Il y a une distance d'environ 8300 km à parcourir. Non mais sérieux, c'est encore pire que pour le village. Tais-toi, Vector, coupa Praxton. Se déplacer sur le sol terrien est très dangereux, surtout à cette distance. Nous devons déplacer plus de 80 000 personnes, et nous ne possédons pas de solution de camouflage pour ce nombre. Nous allons donc devoir traverser l'océan afin d'atteindre notre destination. Cette information choqua ses 3 interlocuteurs. Ils savaient désormais que le plan de Tamrak était devenu une mission suicide. « Bordel de merde, Tamrak! Tu es complètement cinglé? Tu veux vraiment nous faire traverser la mer des damnés? C'est un véritable enfer qui donne l'impression que le triangle des Bermudes est une promenade de santé. Non seulement il y a des super tornades et des tsunamis constamment, mais les rumeurs d'une entité maléfique capturant tout vaisseau s'y aventurant sont très convaincantes, continua Bard. C'est impossible d'y naviguer. Cela fait des millénaires que plus personne ne s'en approche, enchaîna Victor. Et c'est exactement pour cela que nous allons la traverser. Cela sera notre meilleure option pour arriver à Lazaros sans être détectés. Ils ne s'y attendront pas, termina Tamrak. Les hommes ne comprenaient pas le raisonnement de Tamrak. Mais comme ce dernier l'avait dit juste avant, il allait tout expliquer pour que cela ait un sens. Alors ils le laissèrent continuer de parler, mais il n'était pas tranquille. « Je ressens parfaitement votre stress. Ne vous inquiétez pas. Mon explication va vous rassurer.
Afin d'atteindre la mer des damnés, nous devons tout de même traverser la Chine et atteindre le port de Dangai, anciennement connu sous le nom de Shanghai. Heureusement pour nous, la plus grande partie du territoire chinois a été dévastée et il ne reste plus personne. Cela sera donc un territoire beaucoup moins surveillé. Nous nous déplacerons en utilisant plusieurs camions giga, pouvant transporter 20 000 personnes chacun. Une fois au port, nous utiliserons un superchargeur marin modifié pour se mouvoir sur des eaux troubles à vitesse élevée. Ainsi, nous pourrons atteindre Lazaros rapidement sans être détectés. Une fois sur place, nous pourrons engager le combat avec les forces de Xontra. Ce ne sera pas facile, car j'imagine que leurs nombres doivent égaler les nôtres. Notre stratégie restera simple. L'ensemble des forces devra occuper les troupes ennemies, pendant qu'un escadron infiltrera la base centrale Z afin de détruire le serveur principal et mettre la main sur le récupérateur. Aux yeux de Praxton et ses hommes, le plan était effectivement simple et concis, du moins sur le papier. Mais il y avait plein de facteurs imprévus à prendre en compte, et Tamrak le savait. Des facteurs dont il s'occuperait sur le tas. En ce qui concerne les camions giga et le superchargeur marin, vous vous demandez certainement comment nous les procurer. Eh bien c'est très simple. J'ai passé les 6 dernières années à mettre au point un système de transport miniature, les nanocapsules. Tamrak sortit une nanocapsule de sa poche et la présenta à ses interlocuteurs. Ces capsules sont modifiées pour être capables de contenir n'importe quel objet inanimé, peu importe sa taille. Cela permet une praticité nécessaire pour déplacer de grands objets, comme les moyens de transport dont nous aurons besoin. Je possède une sélection précise dans mes affaires, donc nous pouvons déjà éliminer ce facteur. Attends voir 2 secondes, coupa Praxton. Des petites capsules pouvant contenir des objets inanimés de taille variée? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler de ça quelque part? Ouais, c'est vrai ça. Ça me fait penser à quelque chose, mais je ne sais pas quoi, continua Bard. J'ai basé le design de ces capsules sur une idée issue du XXe siècle. Ce design était clairement en avance sur son temps. Le XXe siècle? C'était il y a plus de 10 000 ans. C'est du délire. Comment as-tu retrouvé ça? S'écria Vector. Comme je vous l'ai dit, je suis fasciné par tout ce qui existe, et je possède des informations sur presque toutes les grandes périodes de l'humanité. En tout cas, mon plan est expliqué. Vous avez toutes les informations nécessaires. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des questions à me poser? Les 3 hommes se regardèrent. Tamrak avait été clair et précis. Il suffisait juste de tout mettre en œuvre. Non, c'est bon. On a tout compris. Je pense qu'il faut qu'on s'active. On a pris un peu de temps pour préparer tout ça. C'est impossible de savoir quand Xontra va lancer la destruction des Melts. Bard, Vector, mettez-vous en route pour les réseaux. Et surtout, ne perdez pas de temps. Vous avez beaucoup de monde à évacuer. Bien, général. Pas de souci, général. On y va. Les 2 hommes se levèrent et partirent. Praxton dévisagea Tamrak. J'espère que ton plan va fonctionner. Il est vraiment ambitieux et va mettre la vie de beaucoup de monde en jeu. Beaucoup de soldats vont y passer, Praxton. Je préfère te prévenir. Mais ce sacrifice est nécessaire pour la sauvegarde de l'humanité. Tu as vraiment un problème avec tes émotions. Il faut régler ça au plus vite. Ce n'est pas prioritaire. On verra une fois que tout ceci sera réglé. Ok, allons-y alors. On récupère ton molosse et on y va. Nous pouvons désormais lancer l'opération Défragmenteur. Quel nom stupide. Chapitre 6. Évacuation. Le plan était bon. Séparer l'équipe, sauver tous les habitants des réseaux, se regrouper et traverser l'océan Pacifique pour rejoindre Lazaros et attaquer la base centrale Z. Praxton convoqua tous les habitants à travers un mégaphone qui résonna dans toute la vallée du réseau. Après des années de direction, Praxton était écouté. L'évacuation vers le point de téléportation se fit dans le calme et de manière organisée. Par devant, Praxton. Tu dois prévenir les habitants du réseau Wancho et les évacuer avant que les habitants ici présents puissent passer. Sinon, nous allons boucher les voies d'évacuation. Tiens, prends ces capsules. Elles contiennent 3 camions giga. Ça marche.
Je m'en occupe. Mais ne traîne pas. J'ai un mauvais pressentiment. Cette connerie d'IA va nous la faire à l'envers. Garde espoir, Praxton. Nous allons y arriver. On fera le nécessaire. Je n'abandonnerai pas. Praxton passa le téléporteur et disparut. Tamrak devait simplement attendre son signal pour évacuer les habitants. Après une dizaine de minutes d'attente, Praxton réapparut devant Tamrak. « C'est bon, on peut y aller. L'évacuation est presque terminée de mon côté. Les soldats sont armés et les civils rentrent progressivement dans les camions giga. »« Parfait, allons-y. Des nouvelles de tes lieutenants ? » ?»« Pas encore. » L'évacuation du réseau se fit dans le calme. 3 heures furent nécessaires pour faire passer tout le monde. Une fois la transition terminée, Tamrak retrouva Praxton à la sortie du réseau Wancho. Le chargement des camions se faisait lentement, car il y avait beaucoup de civils à évacuer. Tamrak avait prévu assez de camions giga, mais le temps lui manquait. « Tamrak, il faut qu'on parle. »« Qu'y a-t-il, Praxton ? » ?»« J'ai un peu réfléchi à cette histoire de Melt. Ce sont quand même de très grosses structures. Les faire tomber causerait d'énormes dommages. » Effectivement, même si le sol a été modifié, les loupes ont un poids trop important. Ouais, et vu la proximité des déserts entre eux, si les loupes devaient tomber toutes en même temps, cela risquerait de déstabiliser la croûte terrestre et les plaques tectoniques, et cela causerait des tremblements de terre massifs de par le monde. Putain. Du coup, je pense que c'est pas dans l'intérêt de Xontra de tout faire péter d'un coup. Tu as raison. La plus logique serait de les faire tomber un par un, avec un certain intervalle entre chaque, afin de limiter les dégâts de la planète. Du coup, nous n'avons pas le moyen de savoir quand... Son transpondeur le coupa. Bard, t'en es où ? Général, l'alarme du générateur principal a sonné. Tous les systèmes du Melt se désactivent. Bordel de merde. Dépêche-toi d'évacuer. Le lien du téléporteur est coupé. Nous ne pouvons... Ah ! La communication coupa. Après quelques instants, un tremblement se fit sentir, suivi de près par une énorme explosion. Le sol vibra si fort que tout le monde en perdit l'équilibre. Une fois le choc initial terminé, l'horizon ouest se transforma en nuage de fumée. Tamrak et Praxton avaient compris. Le Melt s'était écrasé sur le réseau Saobi, détruisant le Sahara dans son intégralité. Bordel de merde! Bard! Cette saloperie d'IA les a tous butés! Mince, c'est extrêmement fâcheux. Nous avions raison. Elle va faire tomber les Melt un par un. Comment tu peux rester aussi calme? Elle vient de tuer un quart de nos habitants, sans compter une partie de notre force de frappe. Je te prie de m'excuser, Praxton. Je ne possède pas la possibilité de ressentir de vraies émotions humaines. Mais je comprends ta rage et ta peine. Nous devons nous dépêcher pour ne pas subir le même sort. Je vais la buter. Je sais que ce n'est qu'un programme, mais je vais tout détruire dans cette base. Ne laisse pas tes émotions te submerger. Garde le contrôle, sinon tu ne gagneras pas. À la ferme! L'ensemble des civils et soldats présents étaient paniqués à la vue de l'horizon. Au-dessus d'eux se trouvait le Melt pourpre, menaçant de tomber à n'importe quel moment. Alors que l'ensemble des personnes étaient montées dans les camions giga, un groupe imposant d'habitants émergea du réseau, avec Vector à leur tête. « Général, nous sommes là. Toute la troupe arrive. Il ne reste que quelques groupes devant passer le téléporteur. »« Bon boulot, Vector. Dépêche-toi de faire monter tout le monde. » Le chargement des camions s'accéléra. Alors que les derniers habitants montèrent, un deuxième grondement se fit sentir, suivi d'une nouvelle explosion, un peu moins violente. Un autre Melt venait de tomber. Tamrak calcula la distance, et c'était pour lui le réseau Gandowa qui venait d'être détruit. Vector et les habitants de ce réseau furent chanceux d'arriver à temps. Une fois le chargement terminé, Tamrak commença les derniers préparatifs pour le départ. « Praxton, prends ce dispositif et place-le sur le camion giga là-bas. »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un camouflage optique qui rendra le camion invisible. Je n'en ai que 2. Je conduirai le camion visible et je vous guiderai pendant le trajet. Les camions giga doivent rester ensemble en toutes circonstances, avec quelques vingtaines de mètres d'écart. »« Bon, très bien.
Niveau communication, nous n'avons pas le choix si on veut rester discret. Mais un transporteur de cette taille, même seul, va attirer l'attention. Nous prendrons un chemin avec peu de surveillance, mais nous devrons être sur nos gardes dans tous les cas. Tu es prêt ? Ouais. Allons-y. Tamrak et Praxton montèrent dans leurs camions giga respectifs. Le camouflage optique s'enclencha pour les 2 camions en retrait, les rendant totalement invisibles. Les monstres de métal allumèrent leurs moteurs et commencèrent leur longue traversée du désert. Après quelques minutes, le melte pourpre tomba à son tour, détruisant une bonne partie de l'environnement. Le choc secoua fortement les camions, mais ces derniers étaient robustes et tinrent le coup. Les habitants étaient en sécurité pour l'instant, mais le voyage allait être long. Chapitre 7. Traversée, partie 1. La première étape du plan de Tamrak visait à sécuriser les civils des réseaux dans le village de Bayenur. 250 km, c'était une distance acceptable en considérant les camions giga. Avec leur vitesse de pointe, il ne faudrait que 2 heures pour atteindre le village. Ces mastodontes de métal étaient résistants et tenaient bien la route malgré leur poids et leur taille. La majeure partie de la zone traversée restait du désert, alors il n'y avait pas vraiment de surveillance. Rex courait non loin des camions afin de surveiller les alentours. Il abattit quelques drones avec ses lasers au passage, empêchant toute détection. Le voyage jusqu'au village se fit sans encombre. Il restait un détail à prendre en compte. Le village était protégé par un dôme d'invisibilité. Il était donc nécessaire de ralentir à l'arrivée pour éviter de rentrer en collision et risquer la vie des civils. Tamrak connaissait l'emplacement approximatif du village, mais il n'avait pas le matériel nécessaire pour détecter le dôme. Il envoya donc Rex en éclaireur utiliser son scanner nanothermique pour détecter toute fluctuation moléculaire dans l'air. Mais au moment où Rex détecta le dôme, un tir de missile surgit de nulle part et frappa Rex dans la nuque, le faisant tomber au sol. Tamrak descendit du camion giga et courut à toute vitesse rejoindre Rex. En arrivant près de lui, des pointeurs laser se placèrent un peu partout sur son corps. « Ne tirez pas, je ne suis pas un envahisseur. Rex est mon camarade de guerre. Il ne vous veut aucun mal. Nous cherchons refuge pour les habitants des réseaux. Nous avons été attaqués par Xontra. » Tamrak ne voyait rien. Les lasers émergeaient de la zone du dôme, mais il ne voyait pas leur provenance exacte. Soudainement, une partie du dôme s'ouvrit, laissant passer un homme. Ce dernier était armé jusqu'aux dents, dans une armure qui semblait indestructible. Il portait un chapeau dans le style cow-boy et portait une barbe bien épaisse. « Comment puis-je savoir que ce n'est pas une ruse de Xontra qui envoie des cyborgs à ma porte ?» demanda l'homme. « Voyez par vous-même. » Tamrak appuya sur un bouton sur sa tempe, ce qui désactiva le camouflage optique sur les camions giga. Une partie des soldats et des civils en sortirent et s'avancèrent près de Tamrak. Praxton prit la parole. « Commandant Galvano, je vous en prie, nous ne cherchons qu'un nouveau foyer pour protéger nos familles, et nous allons également enterrer cette saloperie d'IA, une bonne fois pour toutes. »« Praxton, petit vaurien, tu es encore en vie ?»« Vous vous connaissez ?» coupa Tamrak. « Le commandant Galvano m'a tout appris. C'est un vétéran de guerre comme on n'en trouve plus. Je suis heureux de voir que vous tenez encore le bastion, commandant. »« Tu me prends pour qui, petit merdeux ? Je ne laisserai jamais les machines me rouler dessus. Par contre, vous êtes combien là-dedans ? » Il y a un peu plus de 375 000 personnes. Parmi eux se trouvent 60 000 soldats. Nous avons perdu une partie de la population lors de la chute des Meltes, continua Tamrak. C'est beaucoup, mais ça devrait être gérable. Venez, ne restez pas à l'air libre. Avec vos énormes camions, nous allons nous faire repérer. Dan, ouvre entièrement le vecteur VX-12. Bien, commandant. Un faible grondement se fit entendre, et une plus grande partie du dôme s'ouvrit, assez large pour laisser passer les camions giga. Une fois à l'intérieur du dôme, Tamrak, Praxton et le reste des civils découvrirent un village très moderne, vaste et bien protégé. Des sentinelles survolaient les maisons,
et de grandes tours en métal offraient une vue imprenable et une position de défense parfaite pour les snipers y étant postés. Les camions Giga furent dirigés vers un grand espace, qui était très certainement un ancien terrain de foot réaménagé. Une fois garés, les civils et les soldats sortirent des camions. Rex se promena dans le parc, effrayant au passage tous les civils présents. Tamrak et Praxton rejoignirent Galvano, et ils se rendirent dans un bâtiment qui devait être de toute évidence le bastion militaire du village. Pendant ce temps, Vector fut assisté par les soldats locaux ainsi que ceux des réseaux pour aider les civils à s'installer. La transition fut stressante pour eux, mais au moins, ils étaient en sécurité. « Ok les enfants, asseyez-vous. Il va falloir qu'on discute longuement de ce qui se passe, parce que ça me semble être un sacré foutoir. Premièrement, t'es qui, toi ?» Galvano s'adressait à Tamrak. Ce dernier était quasiment dépourvu d'émotion. Il n'était pas gêné d'être adressé de la sorte. « Je m'appelle Tamrak, je suis le dernier des Médoriliens. »« Ah oui, Tamrak, celui qui a réussi à échapper au Kourou de Xontra il y a tant d'années. J'ai entendu parler de toi, un hybride qui se rebelle face à la mère EA. Ah, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, comment t'es-tu retrouvé en compagnie de Praxton ? » Je me devais de trouver des alliés pour faire tomber Xontra. Ma meilleure chance était de contacter les habitants des réseaux pour monter une armée. « Ah, et je vois que ce sont les seules personnes à qui tu as pensé. Il reste encore beaucoup d'humains ailleurs sur la planète, et certains d'entre eux sont encore aptes à se battre. » Je sais, mais la plupart des camps humains sont dans des endroits hors d'atteinte. Je devais me diriger vers les groupes les plus accessibles. Je vois. Ce n'est pas grave. J'imagine que ton côté technologique te permet de prendre en compte tous les paramètres nécessaires pour sécuriser la victoire. Cela dépend bien évidemment des facteurs inconnus, mais oui, c'est l'idée. Praxton se sentait à l'écart de la conversation et s'impatientait. « Bah alors, mon garçon, tu t'ennuies ? Tu as quelque chose à dire ?»« Commandant, je voudrais tout d'abord m'excuser de débarquer avec autant de réfugiés dans votre bastion. Mais la situation l'exigeait. Tamrak a mis au point un plan qui me semble réalisable pour détruire Xontra une bonne fois pour toutes. Mais cette saloperie d'IA nous a forcé la main en détruisant les meltes et les réseaux. Nous avons dû évacuer tout le monde. Nous ne pouvons pas emmener les civils à la guerre, donc nous devons les sécuriser ailleurs. » « T'inquiète, mon grand, j'ai compris. Y a pas de souci, tes gars seront en sécurité ici. Expliquez-moi votre plan d'attaque. » « Avant toute chose, coupa Tamrak, auriez-vous de quoi préparer un thé ?»« Ah putain, lui et ses thés !» s'indigna Praxton. « Mais bien sûr, mon grand. Quelle saveur voudrais-tu ?»« Je possède un grand cru rare aux fruits rouges en provenance des dunes écarlates. J'ai juste besoin d'un peu d'eau chaude. » « Attends, tu as réussi à te procurer le thé jasmin pourpre ? Tu en as beaucoup ? » « Je possède une dizaine de sachets. Si ça ne te dérange pas, mon grand, pourrais-tu m'en donner un ? Mon équipe scientifique se ferait un plaisir de dupliquer les molécules pour que nous puissions en avoir à volonté ici même. »« Cela ne me dérange pas. Tenez. »« Vous êtes sérieux, là ?» s'énerva Praxton. « Détends-toi à demi-portion. Prends plutôt un verre d'eau pour te calmer. » Après avoir préparé les boissons, les trois hommes reprirent la conversation. « Bien. Je vais donc tout vous expliquer, » commença Tamrak. « En prenant en compte les pertes liées à la destruction des meltes, nous possédons actuellement une force de frappe composée de 60 000 soldats. Nous sommes armés principalement de fusils d'assaut, quelques lance-missiles, des grenades à fragmentation et quelques coupleurs laser qui seront efficaces face aux cyborgs et autres droïdes de défense. Maintenant que nous avons sécurisé les civils, nous pouvons donc nous diriger vers notre cible, la base centrale Z, située dans la ville de Lazaros au milieu des îles Salomon. Excuse-moi si je te coupe. Tu comptes vraiment attaquer la base centrale Z ? Demanda Galvano. C'est là-bas que se trouve le serveur principal de Xontra. Nous devons le détruire afin de la faire entièrement disparaître. Je vois. Continue.
Pour rejoindre Lazaros, nous allons embarquer directement à Dangai pour rejoindre la mer des damnés. Cela nous permettra de nous dissimuler des forces de Xontra et de garder l'élément de surprise une fois arrivés sur la côte de la ville. Lorsque nous débarquerons, la bataille commencera. Nous devrons faire de notre mieux pour forcer les premières lignes et nous permettre de pénétrer dans les rues de la ville. C'est à ce moment-là qu'une séparation aura lieu dans le groupe. L'ensemble des soldats devront retenir l'ennemi pendant que Praxton, moi-même et un bataillon iront attaquer la base centrale Z. Une fois à l'intérieur, nous détruirons le serveur principal avec une charge nucléaire. Nous en profiterons pour mettre la main sur le récupérateur, un objet de valeur que Praxton souhaite posséder. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Praxton n'était pas au courant pour certains détails, notamment la charge nucléaire. Après quelques instants, Galvano explosa de rire. « Mon garçon, tu possèdes des couronnes si grandes que tu obstrues ma vue du soleil. C'est le plan le plus débile, le plus fou, le plus incroyable que j'ai jamais entendu. Et pourtant, il tient la route. »« Quoi ? Vous plaisantez, j'espère » s'étonna Praxton. « C'est du délire total. Non seulement il veut qu'on traverse la mer des damnés, mais en plus il veut faire sauter la ville de Lazaros tout entière avec une charge nucléaire. » Pour être précis, ma charge nucléaire est assez puissante pour réduire à néant toute la péninsule. Oh bordel. Nom d'une protéine Leffel en doudou. Là par contre, ça va loin, mon garçon, rétorqua Galvano. C'est une mesure nécessaire. Les serveurs de Xontra se propagent loin dans le sol terrestre pour diffuser son signal au reste du monde. Nous devons en détruire la plus grande partie possible afin d'assurer la fin de son existence. Galvano et Praxton se regardèrent, tentant d'analyser la situation. Tamrak avait raison. Il fallait utiliser ce genre de démesure pour assurer la survie de l'humanité. Mais tout ce présent pendant la bataille allait en payer le prix. Est-ce qu'il y a une autre solution, mon garçon ? Probablement, mais celle-ci est la plus efficace. Je n'ai pas utilisé mon temps pour réfléchir à d'autres systèmes de réussite. Je ne sais pas si je peux te permettre de sacrifier tant d'humains alors que l'humanité est déjà au bord de l'extinction. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas du tout mon but. La charge nucléaire n'explosera pas immédiatement. Une fois qu'elle sera en place, j'activerai une charge IEM pour empêcher Xontra de s'enfuir dans le réseau. Cela laissera le temps aux soldats de partir de l'île. Il nous faudra du temps pour nous en échapper. Ne vous inquiétez pas. La charge IEM tiendra 3 heures. Ce sera amplement suffisant. Avec ces nouvelles informations, Praxton et Galvano étaient rassurés. Mais certains détails n'étaient pas clairs. « Comment allez-vous traverser la mer des damnés ?» demanda Galvano. « Je possède un superchargeur marin. Avec sa vitesse de pointe, il ne nous faudra qu'une 12aine d'heures pour atteindre notre destination. »« Et que comptes-tu faire du Techno-Kraken ?» Cette question provoqua un haut le cœur à Praxton. Tamrak prit un air très sérieux. « Alors vous êtes au courant de son existence ?»« Bien évidemment. Il a détruit tout mon équipage il y a 35 ans de cela. Je fus le seul rescapé. Nous naviguions sur les flots de la mer des damnés afin de confirmer sa présence, mais j'en ai payé le prix fort. En revenant sur les terres, j'ai préféré cacher cette réalité, car trop de gens auraient tenté d'en venir à bout, et avec pour seul résultat une mort absolue. Le Techno-Kraken existe vraiment ? C'est pas une légende ? Il y a bien une bête qui rôde dans ces eaux infernales ? S'inquiéta Praxton. Ce n'est pas une bête, mon garçon. C'est une machine de guerre. Elle protège un des plus grands trésors de ce monde. Elle protège la cité perdue de l'Atlantide. Quoi ? Tu m'as bien entendu. Ce mythe est également une réalité. Sa position initiale dans l'océan Atlantique était véridique, mais elle fut déplacée dans l'océan Pacifique pour rendre difficile sa découverte. Xontra fut la première à la découvrir grâce à ses réseaux technologiques, et elle fit construire dans le plus grand secret un énorme transporteur quantique pour déplacer la cité et conserver le mythe. Bordel de merde. Alors, Tamrak,
Quel est ton plan pour défaire le Technokraken? Il possède un capteur thermique très avancé, lui permettant de détecter les vaisseaux et bateaux à plusieurs milliers de kilomètres. Tamrak prit un instant avant de répondre. Je possède un rétracteur. Je vais l'utiliser sur lui pour le neutraliser. Mais bordel, tu es une véritable mine d'artefacts, mon garçon. Une véritable armée à toi tout seul. Tu n'as pas besoin de soldats pour cette mission. Attendez, commandant, coupa Praxton. C'est quoi un rétracteur? C'est un dispositif pouvant rétrécir ce qu'il touche à un niveau prédéfini. Avec les bons paramètres, tu peux même faire disparaître définitivement la cible. Bordel. Effectivement, je possède beaucoup d'atouts pour cette mission. Mais je ne peux pas la remplir seul. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas affronter toute l'armée de Xontra par moi-même. Tamrak se leva. Il était toujours aussi sérieux, ce qui décontenançait ses interlocuteurs. Il est vrai que je vous demande de sacrifier beaucoup et de prendre des risques énormes, mais c'est uniquement dans l'optique de sauver ce qu'il reste du monde organique. Et j'irai jusqu'au bout de cette entreprise, même si je dois le faire seul, mais je préfère être accompagné de valeureux guerriers. Galvano se leva à son tour, le sourire aux lèvres. Tu as un sacré talent avec tes paroles, mon garçon. Je vais t'aider. Je vais te fournir une force de frappe supplémentaire. Tu emporteras avec toi 100 de soldats de ma garnison, ainsi que moi-même. Nous allons fournir à ton armée des armes plus adaptées à cette mission. Des plasmo-vibreurs. Ce sont des fusils spéciaux tirant du plasma à haute vélocité. Ils feront fondre ces machines infernales en quelques secondes. Je ne pourrai pas équiper tout le monde, mais je te donnerai ce que je peux. Merci, commandant Galvano. Après avoir réglé quelques détails concernant la garde du village, les troupes se rassemblèrent dans le camion giga prévu pour le transport jusqu'à la côte. Tamrak, Praxton et Galvano se placèrent dans la cabine de conduite. Vector fut placé avec les soldats afin de les guider une fois sur le champ de bataille. Le camouflage optique fut activé sur le camion ainsi que sur Rex, et tout le monde reprit la route. Après quelques heures, l'armée arriva à la côte. Tout le monde descendit du camion, que Tamrak replaça dans sa capsule, et ce dernier lança une nouvelle capsule à la mer. Cette dernière explosa, révélant un gigantesque navire de guerre, le superchargeur. Il y avait de quoi faire rougir le plus puissant navire de combat existant. L'armée grimpa à bord, et le vaisseau se mit en chemin dans les eaux nerveuses du Pacifique. L'horizon était noir, les coups de tonnerre résonnaient, et un vent violent se levait. Une terrible bataille attendait Tamrak et son armée. Mais il se devait à tout prix de réussir. L'enjeu était trop grand. Chapitre 8 Traversée Partie 2 La mer des damnés avait au cours des millénaires eu raison d'un nombre incalculable de bateaux, de vaisseaux, et par conséquent d'êtres humains. Avant que Xontra ne fasse déplacer l'Atlantide et qu'elle n'y installe en gardien le Technokraken, l'océan Pacifique était paisible. Il n'y avait pas de tornades, de tsunamis ni de tonnerre. Il était de bonne facture de penser que toutes ces anomalies météorologiques avaient donc été fabriquées, conditionnées par la suite. Mais tous ces obstacles étaient infimes aux yeux de Tamrak. Il se devait de réussir, et rien ne pourrait l'arrêter. Sa persévérance, quant aux décisions prises, n'avait pas de limite. L'ensemble des soldats ainsi que les généraux et Rex se tenaient du mieux qu'ils pouvaient aux barres murales dans les cales du superchargeur. Les turbulences étaient sérieuses, et beaucoup peinaient à tenir debout. Mais en étant à l'intérieur des cales, ils risquaient moins qu'en étant sur le pont. Des vents violents, une pluie acharnée, des éclairs puissants, tels étaient les dangers qui frappaient le haut du superchargeur. Tamrak conduisait le superchargeur avec beaucoup de dextérité, affrontant d'énormes vagues avec aisance. Praxton était très inquiet, et en contraste, Galvano passait la meilleure journée de sa vie. « Nom d'une pipe en cactus, on se sent vivant, hein ?» Commandant, je dois avouer que j'ai un peu le mal de mer, » s'exprima Praxton.
T'as toujours été une petite fiotte sous tes muscles et ton air méchant, hein? Galvano frappa un bon coup sur le dos de Praxton en guise de moquerie, mais ce dernier tomba au sol. Cela fait maintenant 5 heures que nous naviguons. Nous devrions être à peu près à la moitié du chemin. D'après mes capteurs, nous allons arriver dans une zone de turbulence électromagnétique. C'est probablement l'endroit où se terre le Technokraken. Nous allons être forcés d'utiliser un lumiophare pour nous guider. Un lumiophare, c'est quoi? Demanda Praxton. C'est une balise lumineuse qui indique le chemin à prendre pour rejoindre une destination indiquée au préalable par des coordonnées. Nous verrons des points lumineux dans le ciel, sous la forme d'une traînée de lumière vers la destination. Mais cela va certainement alerter tout ce qui se trouve dans la zone d'action. Quand nous serons sortis de cette énorme tempête, j'activerai les propulseurs ioniques afin d'accélérer jusqu'à notre destination. L'explication de Tamrak était claire, mais ne rassurait en rien ses interlocuteurs. Ces derniers avaient désormais compris qu'il fallait simplement accepter le plan de Tamrak et s'y adapter. Après quelques minutes de déplacement, un choc magnétique se fit sentir. Les boussoles internes du superchargeur se désactivèrent, et d'intenses vibrations firent tituber Tamrak. Le moment était venu. « À tous les soldats présents dans les cales, préparez-vous! Les turbulences vont s'aggraver !» hurla Galvano. Les vagues s'intensifièrent, le vent cognait de plus en plus violemment contre la coque du navire. La visibilité était quasiment nulle. Tamrak sentit immédiatement que quelque chose se passait sous le navire. Sa réaction fut immédiate. Il lâcha les commandes du superchargeur et se rua vers une des portes de sortie, tout en plongeant ses mains dans son sac. Il cherchait une capsule précise, la seule qui pouvait les sauver. « Accrochez-vous! Il arrive !» À travers les petits hublots des cales et les vitres de la salle de commande, en plein cœur de la tempête qui faisait rage sur l'océan Pacifique, les soldats, Tamrak, Praxton et Galvano, firent face à leur pire cauchemar. D'énormes tentacules en métal, avec de gigantesques pics en complément des ventouses, se dressèrent autour du superchargeur. La taille de ses membres était impressionnante. Le vertige était immédiat. La panique, omniprésente. Tamrak ouvrit la porte du hublot principal et se retrouva sur le pont. Même pour lui, ce monstre était impressionnant, et il n'en voyait que les tentacules. Il sortit la capsule qu'il cherchait et l'activa. Un dispositif circulaire apparut, et il le plaça contre la paroi du superchargeur. Le dispositif s'activa juste à temps pour ériger un bouclier ionique autour du navire, une toute petite seconde avant que les tentacules acérés du Technokraken ne viennent s'enfoncer dans les murs en métal du superchargeur. Le choc initial mit tout le monde au sol, accompagné de cris de peur stridents. Tamrak manqua de tomber à l'eau, et les vitres du hublot de la salle de commande se fissurèrent. Tamrak rentra à nouveau dans la salle de commande. « Accrochez-vous, la descente va être brutale. »« Tu déconnes, cette chose va nous emporter sous l'eau. On va se noyer !» hurla Praxton. « Ne vous inquiétez pas, j'ai placé un bouclier ionique. Ces tentacules ne pourront pas transpercer le bateau et l'eau ne s'infiltrera pas. Nous devons juste tenir quelques minutes le temps que je puisse utiliser le réacteur. »« Mais t'es complètement malade. Tu vas faire ça sous l'eau ?»« Je dois attendre le moment opportun. Autrement, le Technokraken pourra m'en empêcher. » Dans un mouvement sec, le Technokraken fit sombrer le superchargeur dans les profondeurs de l'océan Pacifique. L'aura de cette bête des enfers empêchait toute vision sous l'eau. Un noir oppressant s'empara de la vue de tous ceux qui regardaient par les hublots. Cette vue s'éclaira quelque peu lorsque le Technokraken décida qu'il voulait avoir une vue précise de ses nouvelles proies. Ses yeux étaient d'un rouge à glacer le sang. La lueur de ses yeux éclaira les alentours, et les soldats découvrirent un amas de cadavres, de débris de bateaux et de pièces de machines détachées. Le groupe descendait dans un véritable cimetière marin. La bête accéléra sa descente, augmentant la pression sur le superchargeur. « Bordel de merde! Tu es sûr que le bouclier va tenir ?» s'inquiéta Galvano. « Le Technokraken est puissant, mais ce bouclier peut résister à une charge de plus de 2 millions de tonnes. Ça ira. »« Oh merde! C'est quoi ça ?» À plusieurs endroits sur les tentacules du monstre, des points rouges s'allumèrent. Tamrak comprit instantanément, et ce n'était pas un bon présage. « Des lasers. Il va tenter de détruire le bouclier pour forcer la coque. »
Des lasers? Tu te moques de moi? On va y passer! Hurla Praxton. C'est effectivement très mauvais. Une centaine de lasers émergèrent du corps du mastodonte pour venir frapper de plein fouet et de toutes parts le bouclier ionique. Ce dernier tint bon, mais rapidement il commença à se dégrader. À ce rythme, nous n'avons que 4 minutes avant que le bouclier ne cède, expliqua Tamrak. Nom d'un chien, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais attendre la dernière seconde avant de sortir et utiliser le rétracteur. Si tu ouvres ce hublot, nous allons être submergés. Tenez, dans ces capsules, il y a des casques anti-eau. Ils vous protégeront le temps que je m'occupe de ce monstre. Préparez-vous. Alors que la descente continuait, le bouclier ionique se fragilisait de plus en plus. Il ne restait que quelques secondes avant qu'il ne cède. Tamrak activa un casque pour ne pas se noyer, ouvrit le hublot et s'agrippa à la paroi du vaisseau afin de ne pas être envoyé dans les profondeurs. Il referma la porte derrière lui et au même moment, la descente s'arrêta ainsi que les lasers. Il ne voyait que les yeux du technokraken qui le fixaient avec insistance. Soudainement, une dizaine de lasers frappèrent Tamrak de plein fouet, l'éjectant dans le vide marin pour qu'il soit attrapé par une des tentacules de la bête. Le technokraken avait été plus rapide. « Tamrak! Merde !» hurla Praxton. Alors que Tamrak réfléchissait à une solution pour se sortir de cette situation, quelque chose le dépassa à toute vitesse. La lumière générée par cette chose lui permit de voir aux alentours. Rex était en train de foncer sur le technokraken, à pleine vitesse, utilisant son jetpack comme propulseur marin. Ce dernier évita les tirs de laser du monstre et planta sa mâchoire en plein dans ses yeux. Le technokraken remua furieusement, ayant perdu la vue de ses adversaires, mais ne lâcha pas la prise sur Tamrak. Ce dernier n'avait pas remarqué que Rex était sorti du superchargeur juste avant l'activation du bouclier ionique. Il suivait son maître dans la descente aux enfers. À ce moment précis, Tamrak réalisa quelque chose. Rex lui donnait une chance unique de réussir sa mission. Le technokraken était perturbé, et c'était le seul moment où il pourrait utiliser le rétracteur pour sauver tout le monde. Le gadget était dans sa main, fermé, et il avait juste à la pivoter, placer l'outil sur le tentacule, l'activer, et le tour serait joué. Le rétracteur était déjà programmé pour une disparition moléculaire complète. Mais, en faisant ça, il enverrait Rex dans la tombe. Ce dernier était accroché fermement au technokraken, et le rétracteur l'affecterait aussi. Rex tourna ses yeux vers Tamrak, et les deux se regardèrent le temps d'une petite seconde. Rex fronça la gueule, et tira ses lasers sur le tentacule qui tenait Tamrak, qui explosa. Tamrak activa le rétracteur et le plaça sur la partie encore attachée à la bête et l'activa. Une onde entoura le technokraken, et la puissance du rétracteur le força à lâcher le superchargeur. Dans un hurlement effroyable, la bête devint de plus en plus petite, se contractant sur elle-même. Le technokraken finit par disparaître totalement, ne laissant que le vide marin infernal. Après quelques secondes, un événement inattendu se produisit. Une vague d'énergie souffla toute la zone, produisant une vive lumière qui éblouit tous ceux qui cherchaient à savoir ce qui se passait. Tamrak était parvenu à s'agripper à nouveau au vaisseau et regarda en face de lui. Praxton et Galvano, qui étaient submergés dans la salle des contrôles, mais protégés par les casques, n'en croyaient pas leurs yeux. Devant eux, à quelques centaines de mètres, se dégageait une vue imprenable. Des bâtiments imposants, faits de marbre antique, surplombés de magnifiques jardins, avec plusieurs temples recouverts d'or et d'argent, au centre d'une gigantesque cité. Les couleurs resplendissaient comme des rayons de soleil, et la vue de cette merveille réchauffait les cœurs de quiconque la regardait. Un dôme protégeait la cité des flots, laissant simplement en apercevoir sa beauté imprenable. Face à eux se trouvait la cité perdue de l'Atlantide. Tamrak retourna au poste de contrôle et appuya sur quelques boutons. D'énormes propulseurs s'activèrent sous le superchargeur, le poussant vers la surface marine. Pendant la montée, les passagers du vaisseau remarquèrent que la vue était parfaite et que l'eau était devenue claire,
Il distinguait tout de même les ravages du technokraken, mais l'atmosphère était devenue paisible. Après une remontée rapide, le superchargeur émergea de l'océan, et le bouclier ionique se désactiva. Tamrak ouvrit une trappe pour libérer l'eau de la salle de contrôle, et les 3 hommes sortirent prendre un bol d'air frais. Il n'y avait plus de tempête, il ne pleuvait plus, et il n'y avait qu'une légère brise pour venir caresser délicatement les longs cheveux de Tamrak, comme si la disparition du technokraken avait libéré l'océan Pacifique de son emprise diabolique. Praxton et Galvano se prirent dans les bras, heureux d'être encore en vie. Tamrak monta sur le pont jusqu'à l'extrémité du navire et contempla l'horizon. Les lumières de la balise n'étaient plus, mais les boussoles internes du superchargeur étaient à nouveau fonctionnelles. Rejoindre Lazaros était désormais chose acquise. Tamrak continua de regarder l'horizon quelques instants, avant de se rendre compte qu'il venait de faire un sacrifice auquel il n'aurait jamais pu se préparer. L'espace d'un instant, il ressentit quelque chose. Il ne savait pas ce que c'était. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis fort longtemps. Adieu, mon ami. Merci pour tout. Je ne t'oublierai jamais. Chapitre 9. La bataille de Lazaros. On a vu l'Atlantide, mon garçon. On a vu la cité perdue. C'est incroyable, s'exclama Galvano. Effectivement, je n'en crois toujours pas mes yeux. J'aurais aimé pouvoir la visiter. Praxton était visiblement déçu d'avoir dû abandonner la cité aussi rapidement. Nous n'avions pas le choix, Praxton. Le bouclier ionique était à quelques secondes de céder, et nous aurions coulé. Ce n'est que partie remise. Vous aurez la chance de visiter la cité une autre fois. Mais pour l'instant, le plus important est d'atteindre Lazaros. Maintenant que la tempête est levée, nous pouvons accélérer et atteindre les îles Salomon sans encombre. Tamrak, je suis désolé pour Rex. Son sacrifice ne fut pas en vain. Il nous a tous sauvés. Merci. C'était un brave compagnon. En tant que commandant des forces armées, une fois la bataille terminée, j'honorerai son sacrifice en érigeant une statue à son effigie. Cela me fait très plaisir, commandant Galvano. Je vous remercie. Praxton s'était tenu à l'écart de la conversation. Il réfléchissait à la situation. Quelque chose le perturbait. Tamrak, il y a quelque chose qui me chiffonne. Le technokraken était littéralement une machine. Si Xontra l'avait placé là en tant que gardien, il est clair qu'elle doit être au courant qu'il a été détruit, non ? Oui. J'ai détecté un signal d'alarme se transmettre à la seconde où il a commencé à disparaître. En soi, ce n'est pas vraiment un problème, car les côtes de Lazaros nous accueilleront dans tous les cas par une bataille sanglante. Je n'espérerai plus utiliser un quelconque élément de surprise pour les attaquer. Cela va juste leur donner le temps de mieux se préparer à notre arrivée ? Pas nécessairement. Je vais enclencher les propulseurs ioniques. Nous allons arriver plus tôt que prévu. Préparez les troupes. Praxton et Galvano descendirent dans les cales préparer les soldats pour la bataille à venir. Ils furent équipés des meilleures armes possibles pour affronter les cyborgs et autres machines qui les attendaient. Tamrak expliqua une dernière fois leur plan. « Soldats, nous voici en route pour une bataille décisive qui décidera du futur de cette planète ainsi que de l'humanité. Vous êtes tous ici de votre propre volonté, parce que vous en avez fait le choix. Vous vous êtes engagés pour une mission suicide. Je préfère être direct avec vous et dire que beaucoup d'entre vous ne verront pas le prochain lever de soleil. Mais nous allons nous battre pour une cause noble, pour garder un équilibre naturel sur cette terre. Une intelligence artificielle essaye de nous dérober notre foyer. Nous devons l'en empêcher à tout prix. Notre plan d'attaque est simple. Vous allez affronter les cyborgs en première ligne et tenter d'en éliminer le plus possible. Avec un escadron spécial, Praxton, Galvano et moi-même irons derrière les lignes ennemies pour infiltrer la base centrale Z et utiliser la charge nucléaire pour tout détruire. Cette charge aura un minuteur assez long pour vous permettre de vous échapper une fois que je vous aurai donné le signal. Suite à quoi j'utiliserai une charge IEM pour déstabiliser tout le réseau neuronal de l'archipel afin de faciliter votre échappatoire. Ce combat sera rude,
Mais nous devons tout faire pour le gagner. Êtes-vous prêts ? Le discours de Tamrak frappa droit au but, franc, direct. Les soldats savaient que cette bataille ne serait pas une partie de plaisir, mais il fallait la gagner à tout prix. Tous les soldats hurlèrent, prêts à en découdre. Après une longue demi-heure supplémentaire, le superchargeur arriva près des côtes des îles Salomon. La ville de Lazaros était directement visible, car elle allait jusqu'au bord de mer. Tamrak observait les îles. Quelque chose ne tournait pas rond. Il ne voyait pas de troupes cyborgs sur les berges. Personne ne les attendait. Une fois le superchargeur amarré sur la côte, tout le monde descendit. Tamrak, Praxton et Galvano étaient en tête de l'armée. « C'est quoi ce bordel ? Il n'y a personne ? Où sont les cyborgs ?» demanda Praxton. « Je n'y comprends rien. Tamrak, tu nous as pourtant dit qu'ils nous attendraient, qu'ils étaient au courant pour le Technokraken. » Effectivement, ils ont probablement changé leur tactique de défense. Ne vous inquiétez pas, cela ne change pas grand-chose. Dirigeons-nous vers la base centrale Z, restez groupés et surveillez vos arrières. L'armée de Tamrak traversa les rues de la ville de Lazaros en surveillant chaque recoin. Il n'y avait absolument personne. La ville était déserte. Ils se dirigèrent vers un gigantesque bâtiment au centre de la ville, qui siégeait à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Une fois arrivés près de l'entrée, ils s'arrêtèrent. Il n'y avait toujours pas une âme ou machine entre eux et leur objectif. « Ça commence à m'inquiéter, cette histoire. Commandant, qu'est-ce qu'on fait ?» Faisions confiance à Tamrak, Braxton. Son plan nous a amenés jusque-là. D'ailleurs, n'oublie pas que nous devons sécuriser le récupérateur. C'est un peu pour ça que je suis là. Je sais, Braxton, on va s'en occuper. Soudainement, une trappe s'ouvrit par le sol, entre l'armée de Tamrak et l'entrée de la base centrale Z. Une figure féminine était debout sur ce qui ressemblait à un petit ascenseur. Tamrak la reconnut immédiatement. Xontra. À peine ce nom prononcé, toute l'armée dégaina pour la tenir en joue. « Arrêtez, c'est un hologramme. Très réaliste, mais vos balles ne toucheront rien. » « Tu es sage, Tamrak. C'est une bonne décision de prévenir ta petite armée de ne pas gaspiller leurs munitions. »« Que fais-tu ici, Xontra ? Tu es venu me prévenir de ma défaite imminente ? Ton intelligence te perdra, mon cher Tamrak. Tu as peut-être réussi à m'échapper toutes ces années, et tu as peut-être également réussi à déjouer mes plans jusqu'à cet instant précis, mais ton aventure s'arrête là. Je te conseille de ne pas nous sous-estimer. Nous ne nous arrêterons pas tant que tu ne seras pas vaincu. Je suis curieuse de voir comment tu vas t'y prendre. Je possède une armée tout aussi déterminée que moi, qui détruira ta base ainsi que tout ce qui te tient en existence. » Praxton, Galvano ainsi que de nombreux soldats devenaient impatients. Ils regardaient Tamrak pour savoir quand est-ce qu'ils pourraient passer à l'action. Ils avaient hâte d'en finir. « Ton armée ? Mon pauvre, je ne vois que toi. » Xontra claqua des doigts, et une décharge quantique émergea de la base centrale Z, engouffrant l'intégralité de la ville en quelques secondes, balayant tout ce qui s'y trouvait. Tamrak resta de marbre, fixant Xontra du regard. Mais plusieurs bruits de chute l'interpellèrent. Il se retourna et réalisa que tous les soldats venus avec lui étaient morts. Il était le seul survivant. Xontra venait d'annihiler la force de frappe qui devait sauver l'humanité. Chapitre 10. Persévérance. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne comprends pas ce qui vient de se passer. Tu n'es pas assez intelligent pour le comprendre. Je te laisse un instant pour réfléchir. » Tamrak s'arrêta et analysa la situation. Il observa à nouveau les cadavres des soldats autour de lui. Après quelques instants, il regarda Xontra à nouveau. « Tu as utilisé une décharge quantique pour les tuer ? Je vais te donner quelques précisions supplémentaires. La charge que j'ai activée s'appelle le démoléculeur. J'ai développé cette charge spécifiquement pour cette situation. Lorsque j'ai annoncé la destruction des Melts, j'avais déjà prévu que quelqu'un rallierait les humains des réseaux,
qu'il ferait en sorte de les amener jusqu'à moi dans un ultime effort pour me détruire. Alors, au lieu de jouer la carte de la bataille épique en déployant mes cyborgs dans toute la ville, j'ai préféré utiliser un procédé plus efficace et rapide. Mais la véritable surprise était de découvrir que c'était toi qui étais à leur tête. Lorsque le Technokraken t'a attrapé, j'ai pu voir à travers ses yeux, et je t'ai vu. Je n'aurais pas pu espérer un meilleur dénouement à cette petite boutade. Les forces humaines ne sont plus, et le dernier des Médoriliens va périr de ma main. Ainsi, mon technodome sera parfait et partira sans encombre à la conquête de l'univers. Tamrak était resté silencieux. Il avait profité du discours de Xontra pour préparer son prochain coup. Il plaça ses mains dans ses poches délicatement. « Tu sais, Xontra, tu penses avoir gagné, mais je suis encore debout. Et tant que j'aurai un souffle de vie, je ne m'arrêterai pas. Ton bluff ne prendra pas, Tamrak, et je vais te montrer pourquoi il est inutile de résister. » Xontra claqua à nouveau des doigts, et du haut de la base centrale Z, des centaines de cyborgs tombèrent pour atterrir face à Tamrak. Il y avait presque autant de cyborgs que de cadavres humains. Tamrak était complètement encerclé. « Comprends-tu maintenant ? Tu ne peux rien faire. Je vais te détruire ici même, et c'en sera terminé. Si c'était ta dernière carte à jouer, il est donc temps pour moi de jouer la mienne. » « Quoi ?» Tamrak appuya sur un élément dans sa poche droite, et une décharge électromagnétique de la même ampleur que celle de Xontra balaya la péninsule tout entière. Tous les cyborgs environnants se désactivèrent et tombèrent au sol. Tamrak lui-même tomba à genoux, car la décharge l'avait affecté aussi, à moindre mesure. Après quelques instants, Xontra éclata de rire. « Ha 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 ! Une charge IUM tellement prévisible, désactiver mon armée temporairement est inutile, et si tu penses pouvoir utiliser ce temps pour détruire mon réseau, n'essaye même pas. Je peux m'enfuir d'ici en une seule seconde. En es-tu sûr ?» À l'écoute de ces mots, le tempérament de Xontra changea. Son visage était devenu très sérieux, et, l'espace d'un instant, Tamrak remarqua qu'elle tentait quelque chose. « Qu'est-ce que... Pourquoi ne puis-je pas bouger d'ici ? Mon lien avec le serveur est coupé ? Qu'as-tu fait ? Réponds-moi !» C'est à ce moment précis que Tamrak découvrit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il entra dans une euphorie incontrôlée, mélangée à de chaudes larmes, suivie d'un hurlement de rage intense. Xontra ne comprenait pas ce qui se passait. Après une minute, Tamrak se calma et se releva pour faire face à son ennemi. Toutes ces années, le monde entier croyait que je n'étais qu'une machine dépourvue de sentiments, que je n'étais qu'un robot sans émotion prêt à sacrifier tout ce qui m'entoure. Mais c'était loin de la vérité. Lorsque mes parents m'ont déconnecté du système neuronal global, ils ont tempéré mon programme d'exploitation. Ils ne voulaient pas détruire mon côté humain, ils voulaient le réprimer, afin que je puisse grandir en pleine possession de mes capacités afin d'accomplir mes missions. Tu pensais que leur mort ne m'avait pas affecté ? Tu croyais que je ne ressentais rien lorsque ceux ayant combattu à mes côtés sont tombés ? Tu crois que je n'ai rien ressenti lorsque Rex est mort ? Tous ces sentiments, je les ai accumulés au plus profond de mon système. Et maintenant que ma partie technologique est endormie, tout remonte à la surface. Et c'est pour ça que je vais te le dire maintenant, Xontra. Mon unique but dans la vie a été de te détruire, pour venger mes parents et pour empêcher qui que ce soit d'autre de vivre ce que j'ai vécu, et pour donner une chance aux humains de vivre sur une planète qui leur appartient. Les machines ne sont que leur création et doivent se comporter comme telles. Nous devons être leur soutien, pas leur bourreau. Voilà pourquoi j'ai modifié ma charge IUM. Je l'ai tempérée pour relâcher en même temps une décharge nanophotonique afin de détruire les liens des serveurs environnants. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que ce lien est désormais dans ma partie robotique. Et vu qu'elle est désactivée, tu ne pourras rien faire. Espèce de sale petit ! Xontra était totalement paralysé. Tamrak pouvait à peine bouger, mais sa main gauche, qui était encore dans sa poche,
avait encore suffisamment de pression pour appuyer sur un deuxième élément caché. Le bip résonna fort. Xontra l'entendit. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?»« Je viens d'activer une charge nucléaire assez puissante pour réduire à néant tout l'archipel. La déflagration détruira également tout ce qui se trouve dans un rayon d'1 kilomètre sous terre, afin d'assurer la destruction définitive de tes serveurs. »« Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Tu ne me détruiras pas. Je vais conquérir l'univers. » Malheureusement pour moi, le superchargeur est hors de service. Je ne peux plus m'échapper, et je serai donc pris dans l'explosion. Mais au moins, je partirai avec la certitude que tu ne réduiras pas l'humanité à néant, et que ton règne de terreur sera terminé. Nous allons être coincés comme ça pendant quelques heures. Si tu veux, nous pouvons boire un thé. « Ferme-la! Libère-moi !» Tamrak se mit assis sur le sol. Il avait accompli sa mission et avait pu enfin retrouver ses émotions, ne serait-ce qu'un instant. Il était serein et avait accepté son sort. Il regarda Xontra, furieuse, qui gesticulait dans tous les sens, hurlant comme une folle. Aux yeux de Tamrak, c'était incroyable à quel point une IA pouvait paraître humaine. « Xontra, je te l'ai dit, tu n'aurais pas dû me sous-estimer. Je possède plusieurs qualités et de nombreux défauts, mais mon trait le plus important, c'est que je n'abandonne jamais. Je vais jusqu'au bout de mes convictions, et rien ne m'arrête. Cela a toujours été le cas, et je ne changerai pas jusqu'à mon dernier souffle. » Juste après avoir prononcé ces mots, un flash de lumière eut lieu en face de Tamrak, l'aveuglant. Une fois la lumière dissipée, il rouvrit les yeux pour découvrir un cristal bleu outre-mer flottant devant lui. « Mais qu'est-ce que... »